Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous représente la Kia EV6. On avait fait lors de la sortie nationale en France le premier modèle, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle était en grise et tout, vous aviez adoré. Vous êtes je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes à avoir regardé la vidéo. Je me suis dit, je vais en reprendre une. Parce que souvent, lorsqu'on fait des essais presse, on n'a pas vraiment le temps de vraiment découvrir, etc. On doit faire un parcours et autres. Alors que là, j'ai fait mon parcours. Je suis parti du plein centre de Paris. Je suis allé jusqu'à Fontainebleau. Ensuite, je suis allé jusqu'à Sens et je suis revenu là. Donc comme ça, j'ai fait un vrai test d'autonomie dans des conditions réelles, avec un petit peu tout type de route. Pas vraiment d'autoroute, mais c'était plus vraiment de la région Île-de-France et après des petites routes nationales, comme beaucoup d'entre vous vont faire. On va voir l'autonomie. Je vous représente rapidement le tour de la voiture, rapidement à l'extérieur, l'intérieur et les différentes options. Sinon, si vous voulez avoir toutes les infos, il y a l'autre vidéo avec la première version que j'avais essayée. Au niveau de la motorisation, on aura le choix avec deux combinaisons. On aura soit une propulsion, comme on a aujourd'hui, donc avec le petit moteur, qui nous fera l'équivalent de 229 chevaux, ce qui est déjà largement correct, avec une batterie de 77,4 kWh. Deuxième version, toujours une batterie de 77,4 kWh, mais par contre cette fois-ci une version avec 4 roues motrices qui aura l'équivalent de 325 chevaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une version GT qui va bientôt sortir. J'ai pas exactement le chiffre, mais je crois que ça s'approchera quasiment des 500 chevaux. Ça devrait être très sympa ça, hein. Si j'ai l'occasion de l'essayer, ce serait top. J'ai un planning assez serré, je suis pas sûr de pouvoir prochainement, mais je sais qu'il y a des essais qui se préparent bientôt. Elle existe en 3 finitions, en Air Active, en Air Design et en GT Line. Aujourd'hui, on a une version GT Line qui est le haut de gamme. Donc, on peut avoir le haut de gamme avec juste une propulsion, par exemple. Donc là, on a la batterie de 77,4, juste la version propulsion et en full option en GT Line. En autonomie, elle est annoncée jusqu'à 740 km en ville. Alors, clairement, pour moi, ça, c'est un petit peu impossible. Alors, certaines marques, je veux bien, elles s'approchent quand même de la réalité, mais là, ils ont peut-être un petit peu abusé. Dans les deux cas, moteur synchrone à aimant permanent, que ce soit pour le moteur avant ou le moteur arrière. La tension de la batterie, on est à environ 700 volts et c'est en gros l'architecture 800 volts, ce qui permet une recharge très rapide. Ça, c'est un gros avantage de cette batterie. La voiture, elle pèse entre 2000 et 2200 kg. Effectivement, c'est pas tout léger, mais ça, c'est dû au poids de la batterie. Sur cette voiture, on est sur une batterie qui pèse environ 480 kg, donc ça prend déjà une grosse partie de la charge de la voiture. Au niveau de la puissance de recharge sur la trappe qu'on aura à l'arrière, on pourra monter jusqu'à 240 kW. Ça c'est top puisque ça permet une charge très rapide. Pour rappel, un 10 à 80%, c'est donné pour 18 minutes, et ce qui fait partie des voitures qui se rechargent le plus rapidement du marché. En vitesse maximale, on a sur cette voiture 185 km/h, un 0 à 100 en 7 secondes 3 pour celle-ci, et un 5 secondes 2 pour la version 4 roues motrices. Au niveau des dimensions, on a une voiture qui fait 4,68 m de long, 1,88 m de large et 1,55 m de haut. Donc pas très haute, mais quand même assez large et assez longue cette voiture. La garde au sol, on a 16 cm ici, donc ce qui nous permet de passer les trottoirs et autres. Alors c'est pas une voiture tout terrain, mais c'est un dégagement suffisant comme garde au sol pour pouvoir passer quasiment n'importe où. On peut remorquer avec cette voiture jusqu'à 1600 kg avec une remorque freinée et jusqu'à 750 kg avec une remorque non freinée. Alors sur l'avant, on reconnaît la Kia EV6, elle laisse pas indifférent. Aujourd'hui, on l'a dans ce beau blanc un petit peu nacré, juste sublime. Je l'ai vu en rouge tout à l'heure, je l'ai trouvé extraordinaire. Nouveau logo Kia. 2 lignes simples sur le capot, après c'est un arrondi assez joli. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est assez fluide et futuriste en même temps. Il y a des lignes très pointues et en même temps des beaux arrondis. On a ici les feux bien sûr avec des feux full LED, les clignotants qui sont intégrés dans cette partie. Petite bande ici qui est juste chromée, ça ne s'allume pas. Ici, on a des fausses entrées d'air. C'est dommage que ce ne soit pas des vrais qui ressortent dans les arches de roue. On a une lame peinte en noir. On a vraiment des rappels un petit peu partout qui font que c'est un côté un petit peu plus sportif. Et c'est effectivement la version GT Line qui amène des petites touches supplémentaires. Par ici, on a la caméra avant, puisqu'on a les caméras 360 degrés sur ce pack. Le nouveau logo Kia que j'aime beaucoup, toujours avec cette alu brossée. Les capteurs de parking, le radar ici pour les aides à la conduite, combiné à la caméra qui est là-haut sur le pare-brise qui nous permet d'avoir la conduite de niveau 2. En plus, on pousse un petit peu plus la conduite de niveau 2 puisque sur autoroute, on a juste besoin d'activer le clignotant et la voiture change de fil elle-même. On a des caméras ici, je ne sais pas si vous connaissez chez Hyundai et chez Kia, on a dans le tableau de bord
la caméra ici de l'angle mort qui vient se mettre sur votre compteur. Et ça, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est hyper sécuritaire. Voilà pour ici, à l'avant de cette voiture. Alors ça aussi, c'est un gros plus sur cette Kia. Je peux venir ouvrir ici. Il y a un frunk. Ça, c'est vraiment un vrai plus parce que toutes les marques n'y pensent pas. Alors ça, c'est parce que la voiture est démarrée et j'ai la clé dans la poche. Donc ici, j'ai mon coffre avec de quoi mettre, regardez, 2 sacs. Donc ça, c'est les câbles pour la maison. Ça, c'est les câbles pour les bornes. Et j'ai en plus le V2L. Le V2L, c'est le véhicule to load. Ça veut dire que je peux connecter un adaptateur que j'ai dans le sac sur la prise de recharge qui va transformer la voiture, elle, en générateur. Ça veut dire que vous pouvez connecter votre maison. Mais non, il y a une coupure de courant, vous pouvez connecter votre compteur et vous alimenter la maison. Et en plus, avec 77 kWh, on a de quoi faire normalement. Donc même si vous partez en vacances, en camping ou autre, eh ben, vous pouvez tout alimenter grâce à votre voiture. Ça, c'est un vrai plus. Et à l'intérieur, on a même une prise de 120 volts dans la voiture. Sur le côté, c'est pareil, hein, c'est, je pense, de n'importe quel angle, cette voiture, on va la reconnaître. Alors, petit détail que j'aime bien, moi, c'est ça de petits ailerons qui dépassent sur le côté, qu'on voit dans le rétroviseur, selon comment on le règle également. Des ailes un peu bombées ici, qui élargissent la voiture. Des poignées affleurantes. Donc, hop, celle-là est sortie parce que je viens de rentrer. On peut la rentrer. Des rétroviseurs avec un design assez atypique. Alors, je vous avoue que quand on est dedans, on a une partie un petit peu proéminente ici sur le coin, qui est un petit peu bizarre, on n'a pas l'habitude. Mais on s'y fait bien. On a de grandes jantes. Alors aujourd'hui, on a du 19 pouces monté avec des pneus Kumho. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les arches ici sont peintes couleur carrosserie. Ça ne fait pas des arches en plastique. Je trouve cheap, même sur des voitures haut de gamme. Des fois, il y a ça. C'est tellement plus joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Quand c'est peint couleur carrosserie comme ça, ou est-ce que c'est plastique brut noir? Moi, je trouve que le plastique brut noir, ça fait vraiment un peu... Dacia, enfin c'est pas pour dénigrer Dacia, mais ça fait un peu genre, j'ai l'impression, ouais, j'ai acheté un Duster et sur des voitures à 40, 50, 60 000 euros, des fois je vois ça et je me dis, on aurait pu les peindre quand même. Donc les caméras, comme je vous dis ici, le gros répétiteur de clignotant, une partie qui fait presque biton en fait, parce que là on a le montant ici qui est noir, donc on a vraiment cette partie qui est séparée entre le haut et le bas. En même temps, elle revient et ça vient se fondre ici dans la vitre. Donc le béquet ici avec cette aile sorte d'aileron, double aileron ici avec deux entrées d'air, une sorte de petite queue de canard ici qui remonte. En fait, il y a plein de détails. Ils ont pensé à beaucoup de choses sur cette voiture. J'aime beaucoup. De ce côté-là, on a la trappe appuyée ici. Et normalement, ça m'ouvre la trappe. La trappe, on a bien sûr le chargeur type 2 et la prise combo pour monter jusqu'à 239 kW exactement. On a une indication du niveau de charge en même temps au niveau de la trappe. On peut déverrouiller ici. Et lorsqu'on referme, c'est reparti. Sur l'arrière, on retrouve toujours une voiture avec un look qui ne laisse pas indifférent. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce grand bandeau, en plus qui est bien retravaillé, qui vient ici. Et pareil, tout le long, il y a plein de petites LED. C'est super bien dessiné sur cette mini queue de canard ici. Très sympathique, les clignotants sont ici. Alors ça, c'est juste magnifique. Alors regardez, je vais vous le faire en live. En fait, c'est dans cette partie. Alors déjà, on a la cinématique ici. Et en plus, ils sont totalement invisibles. Et on a l'impression que c'est une partie chromée métallique, alors qu'on a le clignotant là. Ça, c'est quand même assez extra. Ils ont vraiment fait de très très gros efforts. Et donc, comme je vous disais, si vous avez l'option avec les caméras dans les rétros, on va voir dans le tableau de bord que les caméras s'affichent. Donc ça là, c'est pareil, c'est vraiment... Waouh! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. J'aime bien avoir l'avis d'un petit peu tout le monde, qu'on puisse échanger. C'est ça aussi qui est cool sur la chaîne. Ensuite, donc, ce béquet ici, comme je vous disais, qui se dédouble avec deux ouvertures ici, une vitre très inclinée. On n'a pas d'essuie-glace sur cette voiture. Le logo Kia là-bas, le EV6 pour savoir ce que c'est. Même quand on regarde, on se dit qu'est-ce que c'est? Long bandeau chromé qui continue tout le long, donc comme ça on a l'impression que c'est une partie métallique, mais là quand le clignot s'allume, on se dit ok, c'est waouh. La caméra qui est ici, le petit rappel GT Line, la trappe pour recharger. Tout est peint sur cette voiture aujourd'hui, alors ça c'est joli, hein, vraiment, la finition GT Line, elle montre quand même un côté vraiment premium sur cette voiture. Au niveau du coffre, j'ouvre, on a le haillon automatique, donc ça c'est vraiment pas mal, et là on a vraiment un grand coffre. À l'arrière dans le coffre, on a 480 litres, parce que là on a le caisson de basse Meridian, sinon on a 490 litres, donc pas de grosse différence. À l'avant on a 52 litres,
si on a la version propulsion comme aujourd'hui, sinon 20 litres si on a une version 4 roues motrices parce qu'il y a un moteur à l'avant également. Donc c'est 480 litres. Hop. C'est vraiment trop spacieux en fait. Je rentre beaucoup trop fait. On pourrait rentrer à 2 ici, sans problème. On va pas salir. Une prise 12 volts ici. De quoi rabattre les banquettes directement d'ici. Et là, ça s'est rabattu avec un plancher quasiment plat. Ensuite, j'ai la plage arrière que je peux enlever. Là, on a jusqu'à 1300 litres de chargement. En plus, ici en dessous, on a encore de quoi faire du rangement. Donc là, par exemple, j'ai ça. J'ai un kit ici pour les pneus. Et en plus, on peut ressoulever. Donc, soit on peut enlever cette partie et avoir le coffre un petit peu plus profond, soit on peut laisser pour avoir un chargement quasiment à plat à partir du seuil de chargement ici. Ensuite, on a cette partie-là qu'on peut remettre. Et en vrai, c'est plutôt spacieux. Allez, je vous emmène à l'arrière avec moi. Hop. Donc là, plancher quasiment plat, fixation top taser isofix sur les deux sièges d'extrémité. On peut voir ici qu'il y a une trappe à ski. Alors, pour remonter le siège, j'ai ma petite poignée ici qui va me permettre de remonter le siège. Alors, je sais plus... Non, on ne peut pas les avancer les sièges, mais par contre, les sièges... on peut régler l'inclinaison sur environ 10 positions. Ça, c'est vraiment très très bien. Alors, première remarque qu'on peut se faire, c'est l'espace que j'ai ici est juste énorme. Regardez, je peux mettre comme ça, sans problème. Dans quelle voiture on fait ça? Tranquillement quand on fait 1m80. Au niveau de la tête, c'est pareil. Enfin, un espace gigantesque. Sur le côté, j'ai une belle finition sur les portes. Alors, c'est du plastique, mais c'est bien fini, ça paraît bien. Là, on a du cuir. Les enceintes Méridian. Enceinte là dans les portes, c'est pareil, les poignées. Enfin, tout est joli, tout est agréable à regarder, à toucher. Et même ce plastique, il est agréable au toucher. Les sièges sont parfaits. Alcantara sur les côtés, du cuir ici, des surpiqûres. Très très belle sellerie. Au niveau de la tête, c'est pareil, j'ai de l'espace. Au niveau des genoux, j'ai de l'espace, des pieds. On a un plancher totalement plat et il n'y a pas de faux petit tunnel central, c'est totalement plat et c'est tout. Ça c'est bien parce que même des fois des électriques, il y a un mini truc, alors je ne sais pas pourquoi ils font ça. Là, totalement plat, c'est-à-dire je peux me balader dans la voiture un petit peu partout, faire ce que je veux. C'est bien à plat. Ici, accoudoir, gros accoudoir. Ah, oula, je me rappelais plus de ça. Il est très ferme ici. Il paraissait pas, mais il est assez ferme. Bon, après on s'y fait. On a la trappe ici à ski, comme je disais, pour pouvoir soit accéder au coffre lorsqu'on est ici, soit mettre réellement des skis. Pour la montagne, je vous conseille réellement la version 4 roues motrices qui sera bien mieux, ou sinon mettre vraiment de très très bons pneus. À l'arrière, je suis bien. J'ai de LED ici que je peux allumer ou éteindre. Alors là, les portes sont ouvertes, c'est pour ça que ça reste allumé puisqu'on synchronise de l'avant. Et cette place, j'ai la boucle de ceinture. Ici, la troisième ceinture est sur la banquette. Lorsque je suis ici, cette place est plutôt moelleuse. J'ai toujours de l'espace aux pieds, aux genoux, partout. Ce siège est beaucoup reculé. À la base, celui de gauche est réglé pour moi. Celui-ci est reculé beaucoup trop. Et bien même comme ça, regardez, même si je viens là, je pense que c'est quelqu'un qui fait 2 mètres, au moins 2 mètres 10 qui s'est mis devant. Il me reste encore de la place. C'est juste bluffant. Cette Kia, elle est top pour quasiment tout. Et je vous rassure, je ne suis pas du tout payé par Kia. Quand j'aime bien quelque chose, il faut le dire. Dans les sièges, on a ici ces pochettes. Alors ça, c'est une sorte de plastique. Ça, c'est pas forcément l'idéal, mais au moins, avec les ressorts, ça tient bien ce que vous avez mis ici. Ici, c'est plastique. On a 2 prises USB-C dans les sièges. Donc directement, je vais brancher mon fil ici. Ça permet, si je mets une tablette en hauteur, d'avoir le fil qui est juste là, ou à hauteur, si j'ai mon téléphone qui recharge et que je suis à l'arrière. Et puis voilà, hein, j'ai une toute petite custode ici, les vitres qui sont surteintées, qui sont pas très grandes, mais la visibilité est correcte. On se sent pas trop enfermé ici à l'arrière. Enfin, c'est surtout comme on a énormément d'espace, c'est ça qui est agréable. Sur cette finition aujourd'hui, j'ai même les sièges chauffants sur 2 positions à l'arrière et mes vitres qui descendent jusqu'en bas. C'est un petit détail, mais quand ça descend jusqu'en bas, c'est quand même un plus. Allez, comme d'habitude, je vous emmène avec moi faire un tour directement point de vue de moi. Alors, les portes ici, pareil, donc on a un plastique qui est moussé, alors pas à l'arrière, mais à l'avant, oui. Cette partie ici qui ressemble à du cuir. Les fenêtres, le verrouillage pour les enfants,
le réglage des rétroviseurs, le verrouillage de la voiture. Ici, toutes les fiches techniques, mais pareil, on a de la moquette à l'intérieur pour le bruit. Les enceintes Meridian ici. Les sièges, donc on a ces sièges-là, cuir Alcantara, très sympathique. Regardez, enfin comme c'est joli. Donc on a les sièges perforés puisqu'ils sont ventilés également. Alors si je m'approche plus, vous voyez tous les petits trous, c'est pour la ventilation des sièges et on a les sièges chauffants et ventilés. Ici, on va voir tous les réglages électriques. Le plancher, comme vous pouvez voir, plancher plat, les LED là-bas. Et quand on vient là, on a vraiment le plancher qui est à plat. Les pédales ressemblent à ça. Le gros repose-pied sur la gauche, de quoi ouvrir le coffre à l'avant. Le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Et comme vous pouvez voir, là ici, on a de très très grands rangements. Allez, je viens. Regardez, là on a même de quoi passer un petit câble ou autre ou coincer quelque chose. Ça c'est quelque chose que je n'avais pas vu la première fois. Les appuis-têtes, il faut que je vous montre aussi les appuis-têtes. Vous avez vu, les appuis-têtes sont vraiment très spéciaux. Alors j'aime bien parce qu'on peut se mettre, par exemple, une tablette ici qu'on coince là ou une veste ou autre. Donc ça fait en même temps porte-manteau ou porte-tablette ou ce qu'on veut. J'aime bien, c'est original. C'est assez spécial quand on les voit, on se dit, on dirait une sorte de robot, mais très sympa. Hop, allez, je viens à l'intérieur, je vais me reculer pour pouvoir vous montrer l'intégralité de l'intérieur. Donc le volant Kia qui ressemble à ça, regardez, et quand je me recule, je touche quasiment plus les pédales. Hop, donc le volant Kia qui ressemble à ça, un petit méplat ici, un arrondi pour tout le reste, le nouveau logo Kia. Sur la gauche, ça va être toutes les aides à conduite, sur la droite, ça va être toutes les commandes pour les menus et les écrans. Si vous voulez voir tout ça, il y a des vidéos dédiées. Je vous refais juste un tour très bref sur le côté. Donc ici, l'éclairage, l'ouverture de la trappe, le coffre, le frein à main désactivé, le SP. Un aérateur là, petite LED ici, LED bleu ici. Je vous refais un petit bout dans du plus sombre. Cette partie très spéciale avec un design et on sent c'est une sorte de cuir rainuré et autres. Très sympa. Deux écrans de 12,3 pouces, un à gauche, un à droite. Celui-ci est tactile. Vous avez les infos principales ici par exemple. On a le GPS, etc. Donc tout ça, dans la première vidéo, c'était un petit peu plus détaillé. Des palettes, ça qui sont assez importantes. On va voir plusieurs niveaux de recharge sur cette voiture. Donc imaginons, je vais me mettre en drive là. Donc vous pouvez voir en bas level 0. Donc ça veut dire minimum de récupération. Level 0, quasiment roue libre. Level 1, 2, 3 ou hop, e-pédale d'activer. E-pédale, ça veut dire que vous pouvez tout gérer à l'accélérateur sans jamais toucher au frein si vous anticipez bien. Donc vous pouvez voir, il reste 47% de batterie. 47% de batterie, ça fait 187 km d'autonomie restante avec depuis le début, donc après la recharge. Donc ça veut dire que j'étais à 100%. J'ai fait 240 km depuis la dernière charge. Voilà les tests. On va avoir plusieurs modes pour l'écran. Le mode éco, donc comme ça, le mode normal et le mode sport. Quelques petites différences. Quand on va conduire, on sentira vraiment la différence. Je vous montre ça pendant l'essai. Ensuite, sur la gauche, ce sera les feux ici. Hop. À chaque fois, ce qui est bien, c'est que ça nous indique ce qu'on va faire dans l'écran. Et à droite, ce sera les essuie-glaces. Pareil, ça va nous indiquer dans l'écran. Cet écran ici, donc on a toujours une touche Home, toujours tous les raccourcis ici, projection de téléphone et autres, Android Auto, Apple CarPlay bien sûr, la radio, la clim, tout qui va bien, c'est plutôt réactif, très sympa. Les warnings, ici, on a un écran, donc ça c'est un écran, ce n'est pas que des touches, c'est lorsque j'ai pu regarder par exemple, soit je passe avec les menus de la voiture, soit je passe qu'avec les menus de la climatisation. Les touches ici, ça devient soit le volume de la musique, soit la climatisation de chaque côté en bizone. Ici, siège ventilé et chauffant pour moi et pour mon passager. Volant chauffant également, je peux l'activer ici. On démarre la voiture grâce à ce bouton ici. Ça, c'est la commande de boîte. Donc, droite, je suis en drive. Gauche, caméra de recul parce que je passe en reculé. Comme vous pouvez voir, on a les caméras 360. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est cette vue-là. Et en plus, regardez, à quel point c'est rapide. C'est beau, non? J'adore ça. Je trouve ça extraordinaire. À chaque fois, je ne m'en remets pas. Donc ça, caméra de recul. Pour repasser en parking, j'appuie sur P au milieu. Ici, je peux activer mes caméras directement d'ici et l'aide au stationnement. Donc, de cette façon. Le auto hold qui me permet de rester à l'arrêt lorsque je suis arrêté un feu si je n'ai pas activé le e-pédale. Désactiver
les bip de parking. Ici, double porte-gobelet. On a la clé qui ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, la clé, le hold, c'est pour démarrer la voiture de l'extérieur. Et P, avance et reculer, c'est pour pouvoir la faire avancer et reculer lorsqu'on n'est pas dans la voiture, si on est garé dans une place étroite. Sur le côté, on va voir le verrouillage, déverrouillage de la voiture et le coffre. Et voilà à quoi ressemble la clé de la Kia. J'aime bien, il y a un effort de fait sur ces clés. Une carte de recharge qu'on peut avoir avec le Kia Charge. Donc ça, à voir avec votre concessionnaire lorsque vous prenez la voiture, vous avez des offres qui sont réservées. Un très très grand espace de rangement ici. Regardez, donc c'est vraiment assez profond, ça c'est plutôt bien. Cette partie donc qu'on ne peut pas régler, qu'on ne peut pas avancer ou reculer, dommage. Elle est un petit peu moussée, j'aurais bien aimé peut-être un poil plus tendre, comme un bon steak, mais un poil plus molle. Les sièges ressemblent à ça, vu de l'intérieur, donc comme je vous disais, avec cet appui-tête assez singulier. Les petites prises ici, là, et la prise 220 volts que je retrouve dans ma voiture. Je peux brancher un ordinateur ou autre avec une vraie prise 220 volts. Les sièges sur l'arrière ressemblent à ça. On peut voir, ils sont vraiment jolis et on a de l'espace à l'arrière pour tout le monde. La vision sur la vue arrière. Pas de toit panoramique. Et là-haut, on a nos petites LED qu'on peut allumer en sensitif. Juste ici, très sympa, on peut allumer les deux à fond directement d'ici. Pareil, vous voyez, ça s'allume progressivement, c'est un progressivement. Le bouton SOS juste ici, un rétroviseur avec des bords fins qui est assez grand là. Et voilà, un petit peu de vue pour le conducteur pour vous remontrer à quoi ça ressemble. Bon. La boîte à gants, hop. On a une très grande boîte à gants, généreuse, hein. Il y a beaucoup de générosité dans cette voiture, elle est super profonde. On a ça qui est bien fait pour pouvoir ranger par exemple ses papiers juste ici et avoir de la place quand même au fond. Donc ça, cette console est en deux parties. Il y a là ensuite en dessous, donc on a un très grand bac de rangement. Les mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez ranger vos sacs à main ici, je pense, en plein milieu, s'ils sont pas trop gros. Ensuite, on a une prise USB-C ici, une prise 12 volts là. On retrouve encore une prise USB-C là-bas et une prise USB ici pour connecter l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Donc on a pas mal de prises USB là, là-bas, là. Donc on est déjà à 3, 4, 5, plus une vraie prise 220 volts, plus une 12 volts ici, plus une 12 volts dans le coffre. Normalement on a de quoi faire, plus la voiture qui peut alimenter directement une prise à l'extérieur. Et là normalement on a de quoi faire, on peut même recharger la voiture de quelqu'un d'autre, je crois, il me semble. Bon, il reste plus qu'à l'essayer et voir ce que ça donne. Bon allez, on commence en ville, c'est parti. Et malheureusement, il pleut énormément. Alors ça va être un essai un petit peu sous la pluie. Je vais le faire sur plusieurs jours, hein. Il y a la présentation. Et là, malheureusement, il pleut. Bon. Comme d'habitude, voiture électrique, pas de bruit. Très calme, très silencieux, un environnement très sympa. Les essuie-glaces, j'active le mode automatique. Est-ce que j'ai le auto-hold? J'ai le auto-hold, je peux avoir le e-pédale également, le e-pédale qui me permet, lorsque je suis à l'arrêt, de ne plus avoir à freiner. J'ai pareil le auto-hold également, donc ça c'est vraiment cool, j'ai le petit bouton ici. Donc j'ai les deux choix, soit je vais pouvoir gérer moi-même le frein et aller jusqu'à l'arrêt et avoir le auto-hold, soit le e-pédale qui va venir jusqu'à l'arrêt tout seul et vraiment rester totalement à l'arrêt. Là on n'a que le bruit de la pluie, rien d'autre. Sinon c'est hyper calme dans l'habitacle. Alors, ce que j'adore toujours sur ces voitures, c'est le rétroviseur avec l'angle mort affiché ici dans l'écran. Ça c'est quand même magnifique à chaque fois. On a quand même une grosse voiture. Faut le temps de se refaire au gabarit parce que bon, elle est quand même assez large, assez longue. Et ensuite on a ce confort de conduite ici. Puisque c'est calme, ça fait du bien. C'est vraiment plaisant. Donc là, les données de conduite ont été remises à 0. Donc on va voir vraiment la consommation réelle. Donc il me reste 98% de batterie, donc autant dire un 100%. Et ça m'indique 372 km d'autonomie. Donc on va voir, on a le petit moteur. Je pense qu'il est même possible de faire un petit peu plus. Puisque petit moteur, on va conduire de façon cool. Mon but là, c'est pas forcément
de conduire de façon sportive. En plus, il pleut. Qu'est-ce que j'adore cette voiture. Je pense que vous aussi, hein, vous avez beaucoup regardé la vidéo de l'EV6 quand elle venait de sortir. Alors déjà, je vais mettre un petit peu plus vite les essuie-glaces. Donc on a quand même le mode auto, on peut régler la vitesse. Oups, les vélos, les camions. Paris, c'est quand même assez embêtant hein, de conduire. Le e-pédale, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, on peut tout faire juste avec la pédale accélérateur. Là, en gros, j'accélère. Je relâche gentiment, ça freine. Par exemple, il y a une priorité ou pas. Non, même pas. Et là, devant, il y a du monde. Je suis en e-pédale. Je relâche juste mon pied gauche, enfin, même j'enlève les deux pieds. La voiture, elle vient jusqu'à l'arrêt complet. Et elle s'arrête et elle reste arrêtée. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Et pareil, s'il y a une voiture devant, elle va anticiper un petit peu. Alors, selon la vitesse, hein, si vous arrivez trop vite, elle va pas freiner jusqu'à l'arrêt complet. Mais elle va anticiper un petit peu grâce au radar. Si une voiture devant, elle va freiner un petit peu plus fort sur la fin quand même pour ne pas que vous alliez direct dedans. Et quand c'est un feu, à vous de bien anticiper, elle va s'arrêter mais très très gentiment. Ça c'est vraiment le gros plus. Une fois qu'on s'habitue à l'électrique et à ce genre de choses, quand on prend une voiture boîte manuelle à essence ou diesel et qu'il y a du bruit et que il faut freiner, il faut tout faire, ben, on se dit que la technologie c'est quand même un vrai plus. Puis ce calme, enfin, le seul bruit qu'on a là c'est vraiment la pluie. Sinon, c'est hyper agréable. C'est hyper silencieux. Bon alors, là je suis dans les bouchons, j'ai toutes mes aides à la conduite, alors il faut toucher le volant de temps en temps. Regardez, je ne touche à rien, ni aux pieds, ni aux mains, la conduite de niveau 2. Ça c'est vraiment les options que je conseille à tout le monde parce que, enfin, souvent quand chez les voitures électriques, c'est qu'on va faire de l'urbain ou autre, pour la plupart des gens. Et c'est tellement un vrai plus d'avoir juste à poser sa main comme ça et de faire en sorte que la voiture nous conduise et dans le plus grand des calmes. Ce qui est bien, c'est que l'électrique, hein, comme on dit, ça fait pas de bruit, ça consomme quasiment rien. Dans les bouchons, contrairement à une voiture thermique, bah, on ne va pas consommer, donc on s'en fiche un petit peu d'amener un bouchon. Et si en plus on a ses aides, c'est parfait. Quand on est sur autoroute, on a même l'assistant de changement de voie, on a juste à mettre le clignotant, la voiture va se déporter toute seule. Sur autoroute, sur les longs trajets, ce sera vraiment cool. Donc là, mon but c'est de tester quand même l'autonomie. J'ai quand même mis la clim à 22 dans la voiture, je sens que ça rafraîchit. Donc là par exemple ça me met 355 avec la clim. Dès que je désactive la clim, ça monte à 370. C'est pareil, là j'ai passé le mode éco, j'ai gagné 10 km de plus avec le mode éco. Donc là par exemple j'ai déjà fait 19 km, il me reste 355 km encore. Donc je vais pas vous vider la batterie non plus aujourd'hui, parce que bon il pleut etc et c'est pas forcément les meilleures conditions pour rouler, mais je vais vous faire une petite idée. On va essayer de faire au moins 150 km pour se faire une idée des consommations en mixte. Vraiment là je suis à une moyenne de 17,2 kWh avec la clim activée depuis le début. Bon, j'ai quitté tous les bouchons et autres, là je suis sur la 6 direction Fontainebleau. 43 km réalisés jusqu'à là, je suis à 130 depuis quelques kilomètres, une moyenne à 18,2. Dans les bouchons, on va dire tout ce qui était un peu plus avant, où j'ai pas trop dépassé les 90, j'étais une moyenne de 16,5, ce qui reste vraiment correct. Donc là, je continue, le but c'est de rouler. Donc là j'étais à 130 sous la pluie. Alors je me remets à 130, normalement on n'est pas censé rouler à 130, mais juste pour vous faire ce petit bout de vidéo. Hyper bien insonorisé de l'extérieur. Là forcément on entend les bruits de la pluie, un petit peu l'eau qui revient dans les arches de roue, mais je trouve ça vraiment très très calme dans l'habitacle et elle est vraiment super agréable. Et j'ai laissé les aides à conduite. Personnellement moi les bandes j'ai énormément de mal à les voir et la voiture se débrouille pas trop mal hein, comme ça, même sans que je touche le volant. Alors des fois oui il y a des moments où c'est beaucoup plus compliqué parce que même moi je sais pas comment reconnaître les lignes et la voiture se débrouille vraiment bien. Donc pour moi c'est bien réussi. Alors par exemple là elle reconnaît les panneaux. Peut-être qu'il y aura une évolution un peu plus tard. En France quand il pleut sur l'autoroute on est censé être à 110 et pas à 130. Il y a certaines voitures qui arrivent à le reconnaître. C'est dommage parce que celle-ci elle a quand même vraiment tout. Ça aurait été peut-être un petit plus ou une petite mise à jour à faire pour qu'elle reconnaisse 110 km/h lorsqu'il pleut. Sinon pour moi c'est vraiment un régal. Ça reste une des meilleures voitures pour moi dans le compromis gamme de prix, autonomie, design, look, intérieur, option, on a vraiment tout quoi et on est super bien. Bon, nous voici sur des petites routes de campagne. On va
voir ce que ça donne niveau confort sur ce genre de petite route un petit peu abîmée. Hop, je vais les mettre sur le côté parce que c'est pas très large ici. Hop. Donc, la pluie se calme un petit peu. Il fait vraiment sombre. Faut mettre comme ça. Vous voyez un petit peu mieux. Toujours ce confort, même à la campagne. À la campagne, c'est là où ils se vendent le plus de voitures électriques, ce qui est assez marrant. Et c'est là où c'est très intéressant aussi parce qu'on est rarement à plus de 110 km/h. On est beaucoup à 70, 80, 90. Et c'est là qu'on va consommer le moins en fait avec ce genre de voiture. Là, il y a de gros défauts, de grosses flaques. D'une, c'est hyper confortable sur les petites routes comme ça. Et de deux, ça consomme quasiment rien à la campagne. Donc, c'est hyper intéressant lorsqu'on vit en province d'acheter une voiture électrique. Et ce que j'aime beaucoup avec ce EV6, ou cette EV6, je ne sais pas si on dit le ou la EV6. On dit une Kia, est-ce qu'on dit le EV6? En fait, on dit L', le V6, c'est plus facile. Donc j'ai toujours mon e-pédale. Ce qui est bien, c'est qu'il se réactive automatiquement dès que je déconnecte les aides à la conduite. Et franchement, on est bien. Hein. Je vais remettre un petit peu de rythme. Là, on est à 70, allez, 80. Franchement, on sent qu'on a une voiture dynamique. Alors souvent, on le compare un petit peu à son cousin, le Ioniq 5. Le Ioniq 5, je le trouve fait pour des gens qui sont un petit peu plus calmes. Celui-ci est un petit peu plus dynamique. Il va y avoir une version GT qui va sortir, ça c'est la folie, qui fera plus de 400 chevaux, quasiment 500 chevaux je crois. Ça va être dingue. Mais là déjà, juste le fait d'avoir ce moteur à l'arrière, un seul moteur, ça permet d'avoir une meilleure autonomie. Et je trouve ça vraiment agréable parce qu'on n'a pas besoin de plus. Et là je suis en mode éco par exemple. Donc j'ai largement assez de puissance. Après je peux même passer en mode sport. Mais en mode sport je sens que ça relance vraiment bien. Ouais, c'est largement suffisant. Personne n'a besoin de plus que ça en vrai. Ouais, c'est largement assez. J'aime beaucoup. Et même si je fais ça, on sent que la voiture est saine quoi. C'est très très agréable. J'ai toujours mon clignotant, ça me permet de voir un petit peu où est le trottoir en même temps, au niveau de la roue arrière. Dodane ici, je vais repasser en mode éco là. C'est vraiment pas mal. Alors petite folie, hop, on va aller dans l'herbe. Alors normalement on n'est pas censé faire ça, mais même dans l'herbe, on sent qu'elle est un petit peu ferme, mais ça filtre bien. Non, c'est pas mal. Franchement, moi j'aime beaucoup cette voiture. Hop, et on repasse ici. Et c'est parti, ça roule. Bon, comme d'habitude, le fameux 0 à 100. Donc, e-pédale, j'ai le hold. Je vais repasser en mode sport. Là, la voiture donne toute sa puissance. Et c'est parti. Ça part gentiment parce que c'est mouillé en plus. C'est 50, 70, 80 et 100. Je suis efficace. Ça marche bien. Surtout, ce qui est bien, c'est que c'est linéaire, c'est constant. En fait, il n'y a pas de waouh. C'est constant, c'est linéaire, ça y va et ça continue de monter. Bon alors, là on arrive sur une petite route sinueuse que je fais souvent avec les voitures de sport. Là je suis passé par là parce que je me suis dit pourquoi pas. Je vais passer en mode sport. Donc, alors là je suis en mode éco. Quand je passe en mode normal sans bouger l'accélérateur, ça accélère plus. Et si je passe en mode sport, encore plus. Donc ça veut dire que la pédale, imaginons qu'en mode éco vous soyez là, ça va donner 20% de la puissance. En mode sport, si vous êtes là, ça va donner 30% de la puissance. Et ça va faire la différence. Donc là je suis en mode sport. Alors, il va falloir faire très attention parce que là on est sur des petites routes comme ça et je ne sais pas si vous avez vu, le SP reprend très rapidement, elle laisse glisser un petit peu, c'est une propulsion. Alors attention avec l'électrique en propulsion parce qu'on a énormément de couple et si j'appuie un peu trop, ça va partir direct.
Donc attention à cette version. Si vous habitez à la montagne, je vous conseille grandement, très grandement, une version 4 roues motrices. Parce que là, vous voyez, l'arrière part en glisse quasiment tout le temps. Et j'ai pas appuyé très fort sur la pédale de gaz. Donc sous la pluie, attention les voitures électriques en propulsion. Si vous aimez jouer, moi j'adore le drift. Moi j'en fais souvent sur circuit et autres. Je sais rattraper du drift, je sais glisser et j'ai envie de faire de la dérive. Limite avec celle-là, j'ai envie de déconnecter l'ESP et à me faire des ronds-points tout en travers. C'est possible, mais attention, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, pas utiliser le mode sport, et le mode éco dans ces conditions sera bien plus recommandé si vous voulez pas faire de petites glissades, surtout sur ces petites routes, parce que j'en suis sûr que même comme ça, même en mode éco, ça glisse un petit peu. Donc vraiment attention, propulsion, couple, puissance. Mais sinon, vous avez vu, ça se faisait tout seul. C'est agréable. On est sur des petites routes qui sont un peu sinueuses. On prend du plaisir à bord de ce Kia EV6. Donc là, les petits glisses, c'est rare qu'on vous montre ça dans un essai de Kia EV6. Parce que la plupart du temps, les essais, ça se fait par potence, plein soleil et autres. Donc là, je vous ai montré un petit peu un aspect différent. J'aimerais bien faire une petite session drift sur circuit et tout. Non, ils vont pas aimer chez Kia, je pense. 70 sur ces petites routes, c'est un petit peu sinueux. On sent vraiment, comme je vous disais, que la voiture est assez dynamique. Là, je suis en mode éco, donc ça me change pas mal la réponse à la pédale et autres. On a vraiment un ressenti différent. En mode sport, je sens que la voiture, oh là là, elle va pas s'emballer. Elle en veut tout de suite beaucoup plus. On a toujours le e-pédale qui fait son job. Mais voiture vraiment plaisir. Alors, je viens de passer les 100 km, 103,6 exactement. Je me dirige vers Sens. Je me suis dit, tiens, je vais aller manger un petit truc à Sens. Donc, je suis parti du plein centre de Paris pour aller à Sens. Je vais me faire un aller-retour. Là, j'ai une moyenne à 17,1 kWh, ce qui est vraiment correct. Ce que je m'aperçois, c'est que quand je suis sur une zone vraiment plane à 90, je suis entre 15 et 20 à peu près. Ça oscille toujours un petit peu, hein. Et 104 km, il me reste 283 km d'autonomie. Donc en gros, ce qui était annoncé au début, j'étais en mode normal, je roule principalement en mode éco. Là j'ai remis le mode normal, si je remets le mode éco, ça me dit 292. Donc en gros, quasiment 400 km en réel, hein, dans les conditions dans lesquelles je suis aujourd'hui. J'ai toujours la clim qui est activée parce qu'il pleut pour la buée et autres. J'ai remis à 23 parce qu'au final c'était un petit peu frais, 21-22. Et dehors il fait, j'ai pas la température dehors, il fait 14 degrés dehors. Ouais, il y a quand même une sacrée différence, donc 10 degrés de différence quasiment. 90, mon régulateur, toujours mes aides à la conduite, ça se passe super bien, c'est confort, toujours bien insonorisé. La pluie se calme un petit peu, alors j'espère que je vais avoir des moments un peu plus calmes, mais selon la météo, ça n'a pas l'air de le faire. Donc la direction Sens, quasiment 400 km d'autonomie. Si je suis vraiment ce que ça va me dire, bon alors je vais pas aller jusqu'à 0,0 parce que 400 km ça va me faire beaucoup aujourd'hui sur la journée sur cet essai, mais voilà, je suis agréablement, alors je dirais pas surpris, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas loin des autonomies réelles annoncées, hein. Alors j'ai plus en tête le chiffre exact là tout de suite, mais dans ces conditions, faire 400 km avec 100%, c'est vraiment correct. Hop, je me remets mes aides, je sais pas pourquoi je veux utiliser mes pieds. Ça fait plaisir. Là, ça fait 2 heures que je conduis, 106 km, donc essentiellement en région parisienne. Et comme je vous disais, si vous faites ce genre de petite route, c'est là où vous n'avez pas tant consommé que ça, donc c'est aussi très intéressant sur la province et des gens qui vont faire beaucoup ce genre de route, d'avoir une voiture électrique parce que ça fait vraiment des économies d'énergie. Retour vers Paris, toujours sur la pluie, hein. Bon grosse journée vraiment pas top. Alors là j'expérimente sans les aides à la conduite avec le mode roue libre. Le mode roue libre est aussi vraiment top pour faire des économies parce que vous accélérez un petit peu, vous laissez la voiture en roue libre et les roulements ils sont vraiment nickel chez nickel, hein. C'est un roue libre vraiment point mort. Et là je suis en mode sport, l'accélération est toujours folle, je mets une petite accèle et là je laisse rouler. Et le roue libre, franchement il est top de chez top, hein. Et de cette façon on peut également aussi faire pas mal d'économies sur des trajets bien roulants plutôt que de rester par exemple à un certain régime. J'accélère un petit peu
et je relâche et je laisse rouler le plus longtemps possible. Parce que le but, c'est de faire le maximum de kilomètres avec une recharge. Donc là, au final, ça y contribue aussi un petit peu. Bon, tout à l'heure, on parlait de glisse dans les virages. Et ben là, par exemple, je suis sur un rond-point. En fait, la voiture va partir assez vite. Si vous déconnectez tout, en fait, on peut vraiment la faire glisser. Et c'est une propulsion, il y a de la puissance. Il faut faire attention. Donc, ne déconnectez pas tout. C'est assez sport. Bon, vous connaissez la chaîne, hein. Je teste vraiment tout dans toutes les conditions. Et je viens de découvrir une chose, c'est que le roue libre, la récupération level 0, en mode sport, elle est vraiment très très roue libre, et en mode éco, elle va récupérer un petit peu plus d'énergie. Donc c'est à dire que le roue libre ne sera pas parfait. Même en mode sport, il y a une mini récupération, mais en sport, en fait, quand je vais laisser lâcher l'accélérateur, ça va être quasiment à un point mort. Alors qu'en mode éco, dès que je repasse en mode éco, je sens que la voiture est ralentie un tout petit peu. Et ça fait une petite différence. Donc je pense que le mode éco va toujours récupérer un petit peu plus. Et le mode sport, pour moi, il sera plus efficient parce que là, je vais pouvoir laisser rouler lorsque ça roule bien. Bon, retour en région parisienne, on est vers Fontainebleau. 211 km déjà, on n'est pas encore à 50%. Je vous dis pile poil qu'on sera à 50% pour voir l'autonomie qu'on a réalisée. Donc 90 ici, c'est top. Là, on va changer, on va passer sur quelque chose de plus bruyant, de plus dégradé. On entend forcément un petit peu, mais déjà au moins on n'a plus les bruits de la pluie. Donc ça, c'est pas le goudron qui fait le meilleur bruit, vous savez, c'est celui qui est un petit peu jaune-orangé. Je sais pas comment trop le décrire, mais ça reste toujours pareil, top, hein. Donc là, ça fait déjà 3h47 que je suis dans la voiture. Ça commence à faire long, hein. Je tourne s'insérer à 130 sur l'autoroute, donc je mets mon régulateur à 130, je le règle pour 130, donc ça monte de 10 en 10 si je reste appuyé. Donc là, il y a quelqu'un devant, on va aller s'insérer. J'ai toujours mes caméras ici à l'intérieur du tableau de bord pour savoir où je m'insère. Bon, je vais le faire moi-même. Attention au radar qu'il y a là. Hop, liste des portes. Bon, 130 km/h. On a très peu de bruit du vent. Alors tout à l'heure on avait du mal à l'entendre, mais peu de bruit du vent. On entend un petit peu le gros camion en pleine charge. Sinon ça reste quand même vraiment bien insonorisé dans cette voiture. Alors là, j'ai toutes mes aides à conduite. Je vais mettre mon clignotant sur la gauche. Ça va m'indiquer que ça tourne. Je laisse ici. Je relâche. Et il s'est déporté tout seul jusqu'à la bonne voie. Franchement, c'est parfait. Et même dans l'affichage tête haute, j'ai des indications. Moi, j'adore. Et toutes ces aides à conduite, lorsqu'on a de la route à faire, c'est parfait. Alors pareil, un gros avantage de cette voiture, c'est si vous faites beaucoup d'autoroute, vous avez des longs trajets à faire, on a la recharge rapide. Donc pouvoir recharger en moins de 20 minutes 80%, ça c'est quand même vraiment très très cool. Il n'y a pas énormément de voitures qui le font encore, et pourtant celle-ci c'était une des premières. C'est quand même un avantage. Alors sur autoroute, effectivement, on va perdre beaucoup d'autonomie en roulant à 130 km/h, parce qu'on va avoir une consommation qui sera supérieure à celle qu'on va faire sur petite route. Donc là, on est à 130, on est sur une route quasiment plate. Je vois que je suis à 22, 23 à peu près en consommation en instantané. Alors j'ai pas le truc précis, mais on va forcément consommer un petit peu plus à haute vitesse, puisqu'il y a la résistance du vent, il y a la résistance de roulement, enfin il y a pas mal de choses qui vont entrer en compte. Et si vous roulez à 130, l'avantage c'est que si vous avez quand même des gros bouts, il y a des bandes Unity de plus en plus sur les autoroutes. Alors pas encore partout, mais j'espère que ça va vite arriver. On va pouvoir recharger assez rapidement. Là ça passe à 110 ici, je vais me rabattre. Comme je suis sur autoroute, elle me détecte la vitesse. Donc ça c'est bien. Alors par contre c'est dommage que ça le fasse pas partout, ça le fait seulement sur autoroute, l'adaptation au panneau. J'aimerais bien que ça le fasse vraiment tout le temps, ça pourrait être un petit plus. Surtout sur la petite nationale où ça fait 80, 90, 70, 70, 80, 90, 90, 100. Ça aurait pu être un petit plus. Donc je vous avoue, je passe, j'avais juste hier le nouveau Porsche Taycan Sport Turismo avec les vitres feuilletées et autres. On était vraiment dans une atmosphère encore plus calme, mais là, on est quand même dans quelque chose de très agréable. Ça y est, on vient de passer à 50% de batterie.
Alors 50% de batterie, est-ce que vous allez deviner combien de kilomètres j'ai réussi à réaliser? 225 km avec 50% de batterie. Donc si on fait 225 x 2, ça fait 450 km. Ce qui aurait été beau. Mais par contre, ça nous ferait arriver vraiment à 0. Alors on descend rarement jusqu'à 0,0. Mais on peut se dire en gros que 400 km, enfin 450 sont réalisables parce que même quand il y a 0, il reste toujours un petit peu. Mais dans ces conditions, en faisant par exemple Paris, Fontainebleau, Montreux, Sens et retour par le même chemin, on peut faire 450 km d'autonomie. En plus, il pleuvait, la clim est activée tout le temps, donc on aurait pu prolonger encore un petit peu. Mais c'est quand même beau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? 450 km, c'est agréable. Bon, donc là, il me met 226, il m'affiche 196 restants. Donc pareil, si je repasse juste en mode éco, non, j'étais déjà en mode éco, peut-être si j'enlève la clim, il m'affiche 200. On va dire qu'on arrivera à 400. Je pense que 400 dans ces conditions, c'est pas mal. Si vous faites que de l'autoroute, on sera aux alentours des 300 à peu près, voire un petit peu moins. Mais même 350 km avec une voiture électrique, je trouve ça quand même vraiment bien. Parce que surtout, la différence entre le prix de l'essence et ça fait une sacrée différence. Surtout le confort qu'on a avec cette voiture. Et puis bon, même la voiture en elle-même est vraiment cool. Bon alors, cette Kia EV6, à partir de 48 700 € pour cette version propulsion. Et celle-ci, on était un petit peu plus cher parce qu'on était sur la finition GT Line. On était aux environs de 58 000 €. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Personnellement, moi, c'est une de mes voitures préférées dans cette gamme de prix, puisque en vrai, elle a vraiment tout. Elle a un look atypique, elle a une consommation raisonnable, elle a la charge très rapide, des batteries 800 volts, de l'espace à l'intérieur, un frunk à l'avant, ce que souvent les voitures n'ont pas, de la place dans le coffre à l'arrière. À l'intérieur, l'habitabilité juste géniale, c'est confortable, j'ai passé beaucoup d'heures à bord de cette voiture. Le design, ça après c'est à vous de faire votre choix, moi j'aime beaucoup quand c'est atypique. Au niveau des consommations, donc réussir à faire 220 km avec 50% d'autonomie, c'est quand même plutôt cool. Donc les valeurs annoncées théoriquement par le constructeur, c'était quand même un petit peu enjolivé. Même dans les meilleures conditions, ce sera un petit peu dur parce qu'ils ont quand même mis la barre très très haut. À moins de faire vraiment que des bouchons où ça roule un petit peu, c'est des bouchons à 30 km/h où tout est parfait. Bon, je vous avoue que sinon, c'est un petit peu compliqué. Bon, en tout cas, déjà 400 km, c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire, vous, combien de kilomètres vous faites par semaine avec votre véhicule pour aller au boulot, par exemple. Et est-ce que vous, ça vous conviendrait? Ou est-ce que vous avez vraiment besoin de plus? Pour partir en vacances avec la recharge rapide, les 18 minutes sur autoroute, c'est largement suffisant. Et on a une recharge qui se fait quand même très très vite. Donc pour moi, ça, c'est pas forcément un inconvénient puisqu'on a de plus en plus de bornes Unity. Petit à petit, le réseau se développe et j'espère que ça va se développer un petit peu plus vite parce que c'est vrai qu'encore en France, on est un petit peu en retard et pour traverser, c'est un petit peu long. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, un petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous, si vous avez ce budget aux alentours des 50-60 000 €, est-ce que vous les mettriez dans cette Kia EV6 ou est-ce que ce serait une autre? Et si c'est une autre, laquelle ça serait? Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!